C'est au lieu de faire des propositions sur la gestion du temps, par exemple, je vais aider les gens à se repositionner. Quel que soit leur travail, quel que soit leur niveau hiérarchique, je vais essayer de trouver un cursus, un scénario de formation qui me permettrait de les aider à mieux comprendre ce qui ferait qu'ils se sentent mieux au travail, plus à l'aise, plus eux-mêmes et plus forts pour aborder les situations qu'ils rencontrent. Voilà. Donc, je me suis aperçu au fil du temps que, compte tenu de notre culture, une des grandes différences qu'il y avait avec l'Amérique du Nord et nous, ici, il y en a beaucoup, mais une des différences fondamentales, c'est que, par exemple, les Nord-Américains sont vraiment friands de solutions pratiques. C'est-à-dire, ils ne se posent pas vraiment de questions, ils ne savent pas faire un truc, vous leur dites on fait comme ça, ils sont preneurs. Donc la plupart des livres aux États-Unis, c'est comment faire quelque chose, how to do ceci ou comment faire cela. Les Français ne sont pas comme ça. Les Français, si tu leur dis il faut faire comme ça, ils te disent ah bon, mais pourquoi? Vous voyez? Donc je suis français, hein, vous entendez mon accent, je ne suis pas étranger. Donc je suis tout à fait conscient de ça. Donc j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que, avant d'aider les gens à mettre en place des outils, je les aide à comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire, au lieu de leur dire il faut faire ça, leur dire ben, on a souvent des problèmes, on va voir ensemble pourquoi. Vous voyez? Et à partir de là, dire ben, ces problèmes on les a pour ça, et pour en sortir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien a priori, on comprend qu'il faudrait faire ça, mais on a du mal. Pourquoi on a du mal? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on y arrive? C'est-à-dire comment franchir ces barrières psychologiques. Vous voyez? Et donc au fil du temps, en travaillant ici, ici en France, et particulièrement dans le sud de la France, même s'il m'arrivait de travailler à Paris ou autre, petit à petit je me suis rendu compte que j'avais mis en place une méthode pédagogique qui me paraissait très appropriée à notre culture, parce qu'elle est basée sur des évidences. C'est-à-dire, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas le truc, c'est génial, comment on fait, tout ça, c'est pas du tout ça. Ce sont des évidences, c'est-à-dire on part de choses très simples, et ces choses mises bout à bout nous permettent peu à peu de prendre conscience de réalités qui sont là, elles sont là tous les jours, on le sait, mais on ne sait pas quoi en faire. Alors comment on ne sait pas quoi en faire? On est un peu bousculé, tout ça, on met ça sous le tapis. Et le fait de mettre ces réalités sous le tapis, dans notre conscience, si vous voulez, petit à petit, on n'arrive plus vraiment à gérer les situations, tout le monde se débat, tout le monde fait comme il peut, et c'est comme ça qu'on arrive à être en souffrance, et comme on l'entend de plus en plus maintenant, à la radio, à la télévision, il y a une perte de sens au travail. Perte de sens. Alors dans certains cas, ça va très loin, puisque, vous le savez comme moi, il y a des entreprises où c'est très grave, puisque les gens arrivent même à commettre des actes qui sont graves, puisqu'ils arrivent à se suicider parfois. Donc cette perte de sens, alors ce n'est pas toujours dû au travail qui se suicide, mais quand même, cette perte de sens, elle est difficile parce que l'être humain a besoin de sens. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, ça, pour moi, c'est une évidence. On est bien, on se sent épanoui quand on fait quelque chose, par exemple, on n'a pas besoin de réfléchir. On fait quelque chose, on est bien parce que ça nous parle, ça nous correspond. Alors on peut avoir un sentiment, mais derrière ce sentiment, si on prend le temps de réfléchir, on dit « je suis bien », par exemple, je me sens bien, parce qu'il y a du soleil, donc j'aime le soleil, donc il y a du sens pour moi, c'est parce qu'il y a du soleil que je suis bien, par exemple, vous voyez. Donc il y a toujours une raison aux choses et on a besoin de ne pas se retrouver en situation où on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça, quand on ne sait plus, on n'est pas bien, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se débat. On se débat et on adopte des attitudes qui ne sont pas vraiment justement adaptées à la situation et on crée des conflits, des problèmes, etc. etc. Donc la première chose que je dirais, c'est que je travaille sur le sens. Voilà. Avant de dire aux gens voilà comment il faut faire, je les aide à réfléchir, à s'approprier une réflexion pour eux-mêmes, pour comprendre le sens de leur situation. Je comprends mieux. Je pouvais dire pourquoi je n'étais pas bien, ou pourquoi j'avais un problème, ou quoi, je pouvais l'exprimer, mais pas à un niveau qui me permettait de comprendre ce que je pouvais y faire. Vous voyez? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à comprendre pourquoi à un niveau où ils peuvent agir. Voilà. Alors,
c'est pour commencer que je vous raconte ça. Je vous ai fait un petit discours pour vous expliquer ce que j'ai fait. Je vous parle du sens parce que c'est fondamental. Je vais continuer à partir de cette réalité-là. On a besoin de sens pour faire les choses. Vous n'êtes pas là pour rien. Chacun de vous, chacune de vous a ses raisons pour être là. Mais il y a des raisons, il y a un sens aux choses. Vous voyez ? Donc on va partir de ce concept-là, de ce principe-là, qui est une évidence et une réalité pour chacun de nous. Et on va voir avec des choses toutes simples. Je vais essayer en environ une demi-heure. Je vais essayer, ce sera un record pour moi, je vous dis franchement, il va falloir que je me restreigne. Je vais essayer de vous dire des choses qui me paraissent fondamentales pour commencer à se dire, tiens, il y a peut-être matière à réflexion, il y a peut-être matière à aller plus loin sur ces sujets-là. Ok ? Ça vous va comme ça ? Très bien. Bon. Alors vous voyez, on a besoin de sens et on est ici pour parler de la vie privée et de la vie professionnelle. D'accord ? C'est-à-dire comment on arrive. Alors évidemment, chacun de vous a une situation, et évidemment, à partir du moment où on a compris certaines choses, on peut entrer dans une démarche personnelle avec des résultats qui sont différents en fonction des situations et des personnes. Mais quand on entre dans une entreprise, quelle qu'elle soit, on arrive dans l'entreprise avec ce besoin de sens que l'on a. On verra ça plus en détail à la fin. Mais on arrive dans l'entreprise, et dans cette entreprise, quand on y arrive, on fait tout ça. On a envie que ça se passe bien. Non ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter, chacun avec nos moyens. Et pour s'adapter, j'ai une image qui correspond à une réalité invisible que tout le monde, a priori, valide. C'est nous avons tous notre petit élastique à l'intérieur sur lequel nous tirons. Vous êtes entré ici, vous ne me connaissez pas, vous me regardez, tiens, c'est lui qui va parler. Vous avez votre élastique, vous vous adaptez, d'autres personnes me connaissent, l'élastique on ne tire quasiment pas dessus, on connaît Pierre, pas de problème. Moi je ne vous connais pas, alors même si ça se passe très bien, je tire sur mon élastique, je ne connais pas ce monsieur, vous voyez. Voilà. Et quand on arrive dans une entreprise, on a une responsabilité qui nous est donnée, et donc on voudrait bien faire pour être tranquille, pour que tout se passe bien, et on tire sur notre élastique. Donc si tout se passe parfaitement, on tire un peu sur l'élastique, qu'est-ce qu'on est content parce qu'on a des résultats, on est bien dans notre travail, etc. C'est génial, je m'épanouis, très bien. Mais parfois on tire sur l'élastique et ça se passe moins bien. C'est-à-dire on tire, on essaie de faire bonne figure, on essaie de s'adapter, et on tire sur notre élastique et on tire sur notre élastique. Et c'est bien, c'est un atout que nous avons. Tirer sur notre élastique, si vous voulez, c'est une faculté de l'être humain parce qu'il est sociable. Il se veut sociable. On a besoin d'être en relation les uns avec les autres. Donc il n'y a rien de mal à tirer sur son élastique. C'est très très bien. Nous le faisons tous et c'est un outil, cet élastique, qui est pratique pour nous, qui est indispensable. Le problème, c'est que cet élastique, tout en étant en quelque sorte un atout même majeur pour nous, êtres humains, bien il devient un problème. Pourquoi ? Parce que comme on veut s'adapter, on tire au maximum parfois sur son élastique. Autrement dit, on peut faire des efforts considérables et essayer d'être aimable, de sourire. Et donc les gens autour de nous, qui nous regardent, ils ne voient pas à quel point on tire sur l'élastique. Ou même s'ils voient qu'on tire sur l'élastique, comme ils tirent eux aussi sur l'élastique, ils ne voient pas à quel point on tire sur l'élastique. Donc là, ça crée un décalage entre votre réalité intérieure et ce que les gens voient. Sauf que les gens faisant comme vous, votre réalité, leur réalité intérieure n'est pas ce que vous voyez. Alors vous allez me dire, ben oui, c'est évident, mais ça me crée un problème. Parce que ce que nous voyons n'étant pas la réalité, qu'est-ce que nous gérons? Qu'est-ce que nous gérons? Nous gérons une espèce d'illusion, à moins que nous apprenions véritablement à communiquer de façon authentique. Le problème, c'est que dans l'entreprise, il y a la pression, il y a le travail, etc. Et on n'a pas toujours le temps ou les moyens ou la capacité de vraiment mettre en place une relation, une communication qui permettrait véritablement d'enlever ce masque que nous avons. Ce masque, ce n'est pas un masque d'hypocrisie, c'est un masque d'adaptation. Malheureusement, ce masque fait un flou qui nous crée des problèmes. Alors, ça c'est le premier point où on réalise que, effectivement, voilà une des raisons pour lesquelles dans les entreprises, très vite on peut se retrouver en difficulté. Parce que chacun tirant sur son élastique, on peut être dans un flou total.
La deuxième chose, le deuxième principe important que je voudrais vous communiquer, c'est que je vous pose une question, par exemple, stupide, évidente. Enfin, pas si stupide que ça, j'espère, mais tellement évidente que pourquoi va-t-on au travail? Vous pouvez répondre. Pourquoi va-t-on travailler? Pourquoi va-t-on, pardon, au travail? Si je vous donne la réponse en plus. Vous pouvez le dire, au travail, pourquoi faire? Pour gagner de l'argent, de vie. Ah oui? Vous n'êtes là que pour ça? Non, c'est spontané. C'est fini, je donne plus d'avance. Non, vous pouvez. Mais quand on va travailler, au travail, on ne va pas travailler. Non. Le salaire que vous recevez, c'est parce que vous allez travailler. Non. Le travail en lui-même, c'est la raison pour laquelle vous allez dans un lieu donné pour avoir une activité professionnelle. La raison pour laquelle vous allez là, bien sûr, vous voulez un salaire, vous avez vos raisons, on verra ça à la fin, plus en détail, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous aider à réaliser un mensonge énorme que nous acceptons tous, qui nous fout en l'air. C'est-à-dire, quand on a un travail répond à un besoin. Non? Quel que soit le travail. Moi, je suis en train de travailler avec vous là. Vous voyez? Donc, en principe, ce que je fais répond à un besoin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien. Enfin, j'espère. Bon. Donc, en principe, un travail répond à un besoin. Produit un service, on fabrique un produit ou autre, mais il y a une raison derrière. Cette chose-là répond à un besoin. Donc une entreprise, par exemple, qui fabrique des chaussettes, on a besoin de chaussettes. Donc on fabrique des chaussettes, hein, on travaille, on fabrique des chaussettes. Une association qui travaille dans un domaine donné, elle se donne une raison d'être et tout. Sa raison d'être, c'est un service qu'elle apporte. Un service public, c'est pareil. Un service public, il apporte un service. Donc un travail répond toujours à un besoin. Quand vous arrivez dans un travail et vous dites, alors votre travail c'est ça, vous ferez ci, vous ferez ci, vous ferez ça. Imaginons qu'on vous dise très bien ce que vous avez à faire. Imaginons, parce que je suis bien placé pour savoir que c'est pas vrai. Généralement on arrive, on est censé déjà savoir à 80% ce qu'on est censé faire, parce qu'on connaît le titre du boulot et qu'on sait où il faut travailler. Mais en fait c'est plus compliqué que ça. Mais admettons, on vous dit, vous êtes ici, votre travail c'est ça, ça et ça. Et ce qu'on vous dit, c'est de faire quelque chose qui répond à un besoin. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Vous avez la perplexe Virginie? Oui, je suis. Hein? Je suis entièrement. Oui, non, mais c'est important. Vous voyez, là, on n'a pas beaucoup de temps, mais moi, si je suis en stage, si je vois quelqu'un qui fait ça, je veux savoir si la personne comprend, parce qu'il faut qu'on échange si elle ne comprend pas. Il n'y a pas un travail qui existe qui ne soit pas une réponse à un besoin. C'est qu'un travail, sinon. Vous savez que c'est une clé que je suis en train de vous dire. Vous savez pourquoi? Vous parlez de travail salarié ou... N'importe quel travail, même bénévole. Même bénévole. Si je jardine dans mon jardin, c'est un travail. Oui, c'est un travail, vous répondez à un besoin. Vous jardinez, vous voulez faire, soit vous voulez, par exemple, vous faites pousser des tomates, vous voulez manger des tomates. Donc vous répondez à un besoin. Vous faites pousser des fleurs parce que vous trouvez que c'est beau pour décorer, vous estimez que c'est un besoin que vous avez, sinon vous ne le feriez pas. Mais moi là, j'ai plus de difficulté, c'était sur la définition du besoin en fait. Du coup, qu'est-ce qu'un besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental pour la survie ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est une nécessité à un moment donné Le besoin est quelque chose, si vous voulez, une entreprise ne continue à exister que si, en théorie, hein, parce que en pratique, l'ouvrage de crâne de la pub, hein, on est bien d'accord. Mais en théorie, une entreprise, elle produit quelque chose que la société apprécie. Alors le besoin, il peut être de première nécessité, mais il peut être aussi des fleurs, c'est pas première nécessité, mais ça agrémente la vie. Et on a besoin que la vie soit agrémentée, non? Donc il y a des besoins à divers degrés, mais tout travail qui soit bénévole, ou qui soit vraiment lucratif, qui soit payé, eh bien, tout travail est une réponse à un besoin d'une importance plus ou moins élevée, mais d'un besoin. Ça peut être un besoin personnel, c'est pas personnel. Besoin personnel. Besoin, voilà. C'est-à-dire, alors, vous allez mieux comprendre. Pardon? C'est pas forcément d'intérêt général. Pas forcément. Non, quand je fabrique des chaussettes, c'est d'intérêt général, oui et non. Il faut des chaussettes, mais il y a d'autres entreprises qui fabriquent des chaussettes. Donc je suis en concurrence avec ces... Mais il n'empêche que ce que je fabrique est utile. Ça répond à un besoin. Vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que quand vous avez un poste, on vous dit, votre travail, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela.
D'accord? Un minimum de recul nous montre que ceci, cela, par exemple prendre le téléphone et répondre aux gens qui appellent, ben, un minimum de recul dit c'est mon travail parce que l'entreprise a besoin qu'on réponde au téléphone. Non, c'est un besoin, il faut répondre, il faut que les gens, il faut qu'il y ait quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que un des gros problèmes que nous avons, quand nous sommes au travail, n'importe où d'ailleurs, c'est que nous répondons la responsabilité, nous confondons la responsabilité que nous avons de répondre à des besoins prédéfinis, en fonction de la responsabilité que nous avons, vous voyez, avec les attentes de notre entourage. Voilà. Donc le gros problème que nous avons, il est là. Vous prenez l'élastique, où on veut s'adapter, puis ensuite on perd de vue que notre travail, il a un sens, on a besoin d'un sens, il repose sur des besoins qui sont normalement, qui devraient être définis, et on devrait comprendre ce qu'on a à faire, qui répond à un besoin, et on devrait avoir des gens, des supérieurs ou des collègues qui sont comme nous désireux de répondre à ces besoins, donc d'utiliser notre intelligence pour répondre correctement à ces besoins. Et plus on utilise plus on comprend quels sont ces besoins, et plus on utilise notre intelligence, et bien on peut améliorer notre capacité à répondre à ces besoins. Le problème, c'est qu'il y a une dimension affective qui s'empare de tout ça, parce que nous arrivons avec notre élastique et que nous ne recherchons pas à travailler sur nos besoins. Nous arrivons et nous commençons à nous demander ce qu'il faut faire pour s'adapter. Donc on tire sur l'élastique et il y a des attentes autour de nous qui sont plus ou moins définies et ces attentes nous perturbent parce qu'on ne retrouve plus le sens. Donc à un moment donné, vous pouvez avoir la meilleure volonté que vous voulez, hein, la meilleure énergie que vous voulez bien faire et autour de vous, vous avez des attentes dont certaines, et c'est important de le souligner, dont certaines sont parfaitement en accord avec les besoins auxquels vous devez répondre. Donc votre hiérarchie qui est en droit de vous dire, écoutez, ça ne va pas, il faut faire ça convenablement. Hein, je m'attends à ce que vous le fassiez convenablement. Et le hiérarchique a parfaitement le droit, puisque c'est votre travail, vous avez signé un contrat pour faire ça, et ça répond à un besoin. Mais à l'inverse, si le hiérarchique est de mauvaise humeur, qui commence à vous dire des choses, oui, il ne faut pas faire comme ci, faire comme ça, il a une façon de vous parler, où les autres ont des exigences à votre égard, qui ne sont pas en phase avec vos réelles responsabilités, c'est-à-dire les besoins auxquels vous êtes censé répondre, eh bien si vous n'êtes pas lucide par rapport à ça, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, et vous essayez de vous adapter, et vous êtes paumé. Parce que vous êtes comme un bouchon sur la mer. Alors, tout ça pour vous dire que si j'arrive, on est dans l'absolu, dans la théorie là, d'accord? Si j'arrive à vraiment comprendre ce que c'est qu'être pro dans mon travail, c'est-à-dire vraiment répondre aux besoins, exceller dans cette capacité à répondre aux besoins auxquels je dois répondre, imaginons, hein, au niveau organisationnel, au niveau communication, au niveau relationnel, si je sais comment répondre à ces besoins de façon vraiment parfaite dans l'idéal, vous pourriez me dire. On pourrait me dire, parce que même quand je me trompe, je dis, ah bon, ah mais vous avez raison, excusez-moi, pourquoi? Et je ne suis pas remis en question à titre personnel. C'est mon travail qui est remis en question parce que je n'avais pas compris quelque chose. Donc je peux réajuster la chose. Par contre, si je suis en réactivité, ce que j'appelle en réactivité, c'est-à-dire si je n'ai pas de repères, et si je me fie aux attentes de mon entourage, n'ayant pas de repères, quand on me dit c'est pas bien, je me sens pris à titre personnel à défaut. Et donc ça me déstabilise. Et je ne veux pas être pris à défaut. Donc je vais essayer de mieux faire ou quoi, mais sur quelle base? Alors je vous le dis, on ne va pas aller plus loin là-dessus pour l'instant. La seule base qui vaut le coup, c'est de mieux définir les besoins sur lesquels vous devez travailler. Donc vous demandez à votre hiérarchique, il faut faire ça d'une certaine façon pour que ce soit fait intelligemment, dans le respect mutuel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle on est là. On est là pour travailler. Et c'est parce qu'on travaille qu'on gagne notre vie. Et ça, tout le monde, quel que soit le métier, on travaille, on a un salaire ou on gagne de l'argent, tous les métiers. Ok? Sauf que l'argent est une conséquence d'une action, d'une réponse à un besoin. Donc si on ne comprend pas que c'est en comprenant, si on ne comprend pas que c'est en comprenant, véritablement, c'est quoi mon job? Est-ce que je sais le faire comme il faut? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je sais par exemple réagir quand mon hiérarchique a un comportement qui n'est pas adapté? Parce que c'est ça aussi être professionnel. C'est ne pas se laisser déstabiliser par rapport au travail que l'on a. Si je travaille à l'accueil, il y a un client qui n'arrive pas content, il m'agresse personnellement. Si je ne suis pas professionnel, je dis, monsieur, vous vous rendez compte de me parler? C'est foutu. Le gars se met en colère, mais vous vous rendez compte, vous n'avez pas fait ci. Il me parle comme si moi j'étais l'entreprise. Je suis foutu. Si par contre je suis professionnel, la personne arrive en colère par rapport au travail, on ne l'a pas livré ou un truc comme ça, si je suis professionnel, je vais dire,
Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ah bon, on ne vous a pas livré? Ah bon, mais qui c'est qui vous avait dit? Vous voyez, je m'occupe de la personne. Qui c'est qui vous avait dit qu'on vous a pas... Mais écoutez, je vais l'appeler, je vais voir la personne, l'attention descend. Pourquoi? Je suis professionnel. Vous voyez, je m'occupe du besoin. Je suis à l'accueil. Je suis censé gérer les situations à l'accueil. Si je ne suis pas formé, je le prends mal et je suis dans l'émotion, dans l'affect. Je tire sur mon élastique et mon élastique il pète. Vous voyez? Donc le professionnalisme, c'est une capacité à gérer les situations en fonction des besoins auxquels on est censé répondre, vu le poste que l'on a. Vous voyez? Alors c'est vrai à titre personnel, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. C'est vrai aussi pour les entreprises. Or, les entreprises, à l'heure actuelle, ont la pression. Elles ont la pression parce qu'elles commettent la même erreur. Les entreprises, au lieu, si elles fabriquent des chaussettes, au lieu que les dirigeants, pas toutes heureusement, mais souvent l'erreur qu'elles commettent, c'est au lieu de se dire comment on peut organiser les équipes pour que les gens soient bien, pour qu'ils travaillent intelligemment, pour qu'ils produisent correctement, et pour qu'on soit les meilleurs sur le marché au niveau rapport qualité-prix. D'accord? Au lieu de se dire ça, ils disent il faut produire plus. Vous ne produisez pas assez vite. Il faut réduire les coûts de fabrication. Il faut acheter moins cher, etc., etc., etc. Autrement dit, on détourne du sens. Le sens, c'est de fabriquer bien, le moins cher possible bien sûr, et de focaliser sur un organisme. L'équipe ou l'entreprise, c'est un organisme, de façon à ce que les gens comprennent la valeur de leur travail, et qu'ils s'impliquent véritablement et qu'ils soient professionnels dans leur travail. Alors, comme les entreprises font comme les personnes, c'est-à-dire qu'elles sont en réactivité par rapport au marché, la concurrence, la Chine, etc., les gens perdent le sens et recherchent le salaire plus que le travail. Autrement dit, les entreprises, le salaire, c'est le fruit. Donc on les vocalise. Et oui, c'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire si on perd de vue le travail en lui-même, on ne voit que le résultat qui est l'argent, et donc on se trompe. C'est-à-dire au lieu de viser la qualité du travail pour obtenir la richesse, on vise la richesse et on n'a plus la qualité du travail. On a une déperdition d'énergie. Et comme c'est vrai non seulement pour les entreprises, mais on le dit aussi sur tout le système économique, eh bien, on se demande pourquoi il y a une perte de sens. La perte de sens, c'est parce qu'on, selon moi, on a perdu de vue la notion de travail, au niveau individuel et au niveau collectif. Le travail n'est devenu plus qu'un moyen de gagner de l'argent. Alors évidemment, il faut gagner de l'argent, ne vous méprenez pas. Hein. Quand on travaille, il faut être payé. Et payé justement en fonction du travail que l'on fait. Mais si on a perdu de sens, le sens du travail en lui-même, on ne peut pas, au travail, trouver un équilibre, un véritable équilibre. Si mon travail me plaît, je vais m'organiser pour faire un super travail, je vais me régaler. Si mon travail me plaît moins, soit je change de travail, soit je m'organise pour faire du bon travail, pour que mon travail soit plus intéressant déjà pour moi, parce qu'il a du sens, parce que je comprends qu'il a une valeur sociale, une valeur économique. Hein. Même si je remplis des dossiers, ces dossiers ils ont une valeur sociale, et les gens les reçoivent. Les gens ont besoin de ces dossiers, sinon on ne me demanderait pas de les remplir. Donc si je m'intéresse à mon travail, mes journées vont retrouver du sens, et même si mon travail ne me plaît pas particulièrement, soit je décide d'en changer, soit je reste, et je deviens simplement compétent dans mon travail, pour simplement avoir aucun ennui et être quelqu'un de productif et avec une attitude constructive. Et je vais trouver peut-être mon intérêt majeur en dehors du travail. Mais au travail, il est essentiel de retrouver du sens dans son activité, quelle que soit. Le résultat, comme le salaire, la promotion, etc., c'est toujours, ça devrait toujours être la conséquence d'un professionnalisme, d'une évolution dans son professionnalisme. Je suis meilleur dans mon travail. Donc toute personne qui travaille répond à un besoin. Et donc être professionnel, si je prends un exemple, que j'ai pris encore plus tard qu'hier, si par exemple vous faites venir un électricien chez vous, d'accord? Vous faites venir un électricien. Vous lui dites je veux une prise de courant, vous pouvez me l'installer? Bien sûr monsieur. Et vous lui montrez la salle de bain, vous lui dites au-dessus de la baignoire, là je veux une belle prise de courant. Vous voyez? Donc s'il répond à vos attentes, vous croyez qu'il est professionnel? Vous croyez qu'il est sérieux professionnellement parlant? Non? Mais si vous insistez, oui, vous ne me satisfaisez pas, je vous demande une prise de courant, vous ne voulez pas la mettre, vous êtes électricien, vous n'êtes pas électricien. Et oui, je suis électricien. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je ne suis pas là pour répondre à vos attentes. Si votre attente est déplacée par rapport à mon rôle c'est de vous mettre une prise à un endroit où vous ne serez pas en danger.
où la normalisation me permet de la mettre. Mais au-dessus de la salle de bain, au-dessus de la baignoire, vous insistez tant que vous voudrez, vous ne serez pas satisfait. Je ne vous satisferai pas. Donc on n'est pas, quand on travaille, on n'est pas là pour satisfaire toutes les attentes. Vous voyez? Par contre, il y a besoin, oui. Si la personne a besoin d'une prise de courant et que c'est un endroit véritablement où la norme me permet de le faire, si je suis électricien, je vais le faire. Vous voyez? Donc on s'aperçoit que deux principes. Alors, on a besoin de sens et on a besoin de liberté. L'être humain, est-ce que vous êtes d'accord pour être bien? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on a besoin de sens et de liberté? Non? Ouais? Non. Non, hein? Non, toi, je sais, de toute façon, c'est spécial. Tu connais. Voilà. On a besoin de sens et on a besoin de liberté. Bien. Donc, on a vu qu'on a besoin de sens. On rentre dans l'entreprise, au travail, on tire sur notre élastique. Déjà, il y a un flou par rapport au sens de ce que nous faisons. Vous vous rappelez, on ne se voit pas les uns les autres tel qu'on est, on voit une image de l'autre. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, et l'autre fait tout pour le... C'est pas qu'il fait tout pour le cacher, mais il fait tout pour s'adapter, donc ça revient au même comme s'il faisait tout pour le cacher, puisqu'il essaie de s'adapter, d'accord? Et donc on est là, donc déjà le sens là, il a un gros problème, le sens. Après, non seulement ça, mais on va focaliser sur les attentes que les gens ont à notre égard. Alors des fois, s'ils vont trop loin, on dit « oh, ça commence à bien faire ». Et on va peut-être dire non à quelqu'un à qui il aurait fallu dire oui, parce qu'on en a marre. Parce qu'on a dit oui, peut-être plusieurs fois à des gens, où on aurait dû dire « écoute, je suis désolé, je voudrais pouvoir t'aider, mais là, il faut que je fasse mon travail ». Alors comme on a dit oui, oui, en tirant sur l'élastique et en répondant aux attentes, à un moment donné, on dit non, alors qu'il aurait fallu dire oui. Donc c'est la confusion à ce niveau-là. Donc si vous voulez, on a besoin, pour être bien, que les choses aient du sens pour nous, et vous comprenez, je crois, un peu mieux, même si ce que je dis, vous le saviez déjà, pourquoi on a du mal à voir clair quand on travaille au bout d'un certain temps, et pourquoi on a le sentiment de ne pas pouvoir exister au travail. Alors on a le sentiment de ne pas pouvoir exister au travail, parce que quand on rentre au travail avec ce que je viens de dire, on finit par se déconnecter de nous-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire que si ce que je fais n'a pas vraiment de sens, un sens personnel pour moi, je finis par me déconnecter de moi-même. C'est-à-dire que je vais au travail, mais je suis là que pour gagner ma vie. Donc j'arrive et je suis en réactivité à toutes les attentes. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'ennui, pas perdre mon travail, essayer de donner la meilleure image possible. Voilà. Vous parlez d'une motivation, vous? Donc au bout d'un certain temps, eh bien, je suis présent physiquement, je fais le maximum pour ne pas avoir d'ennui, mais la personne que je suis n'est pas vraiment impliquée dans le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'appelle la déconnexion et la non-présence. Donc vous avez des gens qui sont au travail, qui se crèvent, mais qui n'y sont pas personnellement. Ils y sont physiquement, ils y sont avec leur énergie, avec leur souci du devoir, mais ils ne sont pas impliqués dans le travail. Pourquoi? Le travail n'a pas de sens pour eux. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils répondent aux attentes qu'on a à leur égard pour avoir un salaire. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent au travail, parce qu'ils ne... Voilà. Et comme ils essaient, beaucoup, les gens veulent souvent, soit pour être pas embêtés, ou soit parce qu'ils veulent vraiment être responsables, les gens se mettent minables pour répondre aux attentes. Et ce n'est pas la solution. La solution, c'est de clarifier son travail, de clarifier les besoins auxquels on est censé répondre. Alors comment est-ce qu'on fait donc, quand on sait ça? Comment est-ce qu'on fait conceptuellement, hein? On n'est pas là, on n'a pas le temps pour faire plus. Eh bien, les choses se corsent parce qu'en fait, elles se corsent pour simplifier, je vous rassure. On a besoin de sens, mais l'être humain est très complexe. Donc quand je dis qu'on a besoin de sens, on n'a pas besoin juste d'un sens. On a besoin d'un sens personnel, c'est vrai, il n'y en a qu'un, c'est le mien, vous avez le vôtre. Vous ressentez ce que vous ressentez, vous pensez ce que vous pensez, chacun est différent. Mais quand vous allez au travail, il faut savoir que pour arriver à comprendre ce qui se passe, selon moi, eh bien, il faut prendre conscience qu'en fait, nous gérons consciemment ou inconsciemment en permanence 3 sens différents. Je m'explique. Quand j'entre dans l'entreprise, quand j'arrive dans l'entreprise, que je viens chercher un travail, même si le travail ne me plaît pas énormément, que je viens chercher un travail, vous êtes d'accord avec moi que personne ne m'oblige à venir là. Personne. C'est moi. Je veux un salaire.
ou alors c'est bien payé, ou alors c'est proche de chez moi, ou le boulot me plaît, ou il ne me déplaît pas, quelle que soit ma raison, ou votre raison, quelle qu'elle soit, c'est vous qui décidez, parce que vous dites, bon, même si ce n'est pas le top, vous faites le bilan, hein, vous faites la colonne, et vous vous dites, je vais aller chercher ce boulot. Parce que même si ce n'est pas l'idéal, pour vous, c'est la chose à faire aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Personne ne vous prend et vous dit, hein, même si les circonstances, vous avez des responsabilités, vous avez des enfants, vous avez une famille, voilà, quelle que soit la raison, vous êtes un adulte, vous n'êtes pas un enfant, donc vous avez vos valeurs, et c'est en fonction de vos valeurs que vous vous dites, je vais aller chercher ce job, si je peux l'avoir, c'est bien. On est d'accord ou pas? Donc, j'appelle ce sens-là le sens intime. Donc on a un sens personnel, vous voyez, un sens personnel, et on a besoin de ce sens personnel en permanence. Mais ce sens personnel, il est complexe, et le premier sens qu'il faut comprendre, c'est mon sens intime. C'est-à-dire, à partir de mes valeurs, là où je suis, par exemple, moi je suis avec vous aujourd'hui, là, ce matin, vous m'y avez pas amené. Vous voyez, je suis venu, c'est mon sens intime qui m'y a amené. Je suis venu parce que mon sens intime m'y a amené. Alors, pour aller plus loin dans le sens intime, pour que vous compreniez bien, vous pouvez me dire votre prénom? Jérôme. Jérôme. Alors imaginons, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire vous mettre sur la sellette, pas du tout. Mais imaginons, pour que vous compreniez bien, imaginons que je dise à Jérôme très gentiment, oui, très gentiment, j'ai dit Jérôme, alors ne le faites pas, hein, c'est pour expliquer. Hein. Imaginons que je dise à Jérôme, Jérôme, nous allons faire un petit exercice, auriez-vous la gentillesse de vous asseoir sur la chaise derrière? D'accord? Tout le monde trouverait ça acceptable, je crois, hein, si je faisais ça lors d'une conférence. Jérôme, oui, auriez-vous la gentillesse? Alors Jérôme qui est poli et tout, qui veut participer gentiment, même si ça ne lui plaît pas, d'accord, se lève, hein, et va s'asseoir sur la chaise derrière. Tout le monde est d'accord, c'est en principe ce qu'on fait dans ces cas-là. Hein, bon. Alors, la question que je pose après, c'est, je dis, est-ce que Jérôme a agi librement? Je vous écoute. Oui. Non, vous dites? Oui. Oui, si. Oui. Hein? Mais soudain, enfin, je veux dire, j'agis librement, c'est pas comme si j'étais seul dans la pièce, quoi. Oui. Donc, du coup, je le fais aussi pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, vous le faites Surtout pour me faire plaisir. D'accord? Vous le faites pour me faire plaisir. Donc, ce que vous exprimez là, c'est une valeur qui est la vôtre. Autrement dit, parfois, on fait des choses et on dit « Ah, mais je suis obligé. Il m'a demandé gentiment, je ne vais quand même pas lui refuser, je suis obligé. » Non, vous n'êtes pas obligé. Ce sont vos valeurs qui vous obligent. Vous pourriez être quelqu'un qui dit « Non, écoutez, prenez quelqu'un d'autre. » Vous pourriez. Ben, vous pourriez avoir ces valeurs-là. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ce que je veux faire ressortir, mais on n'a pas le temps de passer trop de temps là-dessus, c'est que nous nous victimisons très facilement. C'est-à-dire que quand la situation nous pousse à faire quelque chose, nous avons toujours le choix de faire ou de ne pas faire, mais quand nous faisons, et que ça ne nous plaît pas trop, mais que nous considérons devoir le faire, nous faisons comme si nous étions obligés par une force, comme si les gens... En fait, ce sont nos valeurs personnelles qui nous poussent à faire les choses. Et parce que la même personne va dire, ben non, on va le faire, oui, bien sûr, vous voyez, les valeurs de la personne. Donc, on ne va pas passer une éternité là-dessus, mais ce que vous faites est toujours une expression, votre sens intime est toujours une expression de vos valeurs intimes. Sauf que, quand vous faites des choses parce que vos valeurs intimes vous poussent à les faire et que ces choses sont plus ou moins agréables, voilà, aller chercher les mômes tous les jours à l'école sont valeurs intimes qui vous poussent à les faire, par exemple, vous voyez. Même si vous râlez parce qu'il y a de l'embouteillage, tout ça, vous râlez, voilà, mais ce sont vos valeurs, vous n'êtes pas obligés, vous vous obligez. Mais si, il faut aller chercher les gamins. Ah bon? Qui a dit ça? Ben quand même, oui, vous avez fait des gamins. Vous estimez qu'ayant fait des gamins, vous devez aller les chercher à l'école. Ben oui, c'est très bien, moi je suis d'accord, hein. Mais ce sont vos valeurs que vous exprimez. Donc quand vous prenez un boulot qui ne vous plaît pas particulièrement parce que vous considérez que vous avez des responsabilités, il vous faut un salaire, etc., eh bien ce sont vos valeurs personnelles qui vous amènent à prendre ce boulot. C'est pas moi. C'est pas le patron, personne d'autre. Ce sont vos valeurs personnelles en tant qu'adulte qui vous font dire, bon, ça ne me plaît pas trop, mais je vais faire ça. Ce sont vos valeurs.
Donc il est important de comprendre ça. Il y a quand même une pression. Ouais. Si là autour de moi je veux passer pour quelqu'un de gentil, je le fais, Oui. même si j'ai profondément envie de ne pas le faire. Alors, Là, si je cherche un emploi que... enfin, bon, on peut pas partir dans les trucs, mais il y a quand même vous avez prononcé le mot. une pression. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une pression sociale. Oui. Si je vous mets un pistolet sur la tempe et que je vous pose une question, il y a une forte pression. Elle est plus que sociale, vous voyez. Et vous êtes quand même libre de répondre ce que vous pensez devoir répondre ou pas. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez répondre aux attentes autour de vous sans réaliser que vous faites des choix personnels. Vous êtes en victimisation. Après, c'est aussi la culture, notre culture. C'est quand on pose une question, on a tendance à vouloir répondre. Bien sûr. C'est plus ça, en fait, la pression, c'est plus notre culture à nous qui nous pousse à vouloir répondre, ou à vouloir être poli, Oui. ou autre chose. Oui, mais votre culture à vous. Votre culture à vous. Ce que je dis là, c'est pas. On ne peut pas rester trop longtemps dessus, vous réfléchirez après, généralement, ça prend un peu de temps pour capter ça. Mais si vous voulez, le problème, il est là. C'est que quand nous sommes dans une société de consommation, et petit à petit, nous avons pris l'habitude de considérer comme obligé. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le commercial qui vous vend, par exemple, un réfrigérateur qu'il sait ne pas être de première qualité, vous voyez. Il vous le vend parce qu'il a 5 enfants et qu'il va avoir une prime de 70 € à la fin du mois. Il va dire, je suis obligé. Vous comprenez ça? Et vous prenez l'aspirateur, le réfrigérateur qui marche moyen, vous voyez. Ben lui, il vous dira qu'il est obligé. Mais s'il venait vous dire qu'il est obligé de vous vendre un truc qui va marcher moyen parce qu'il a 5 enfants à nourrir, vous comprendriez son problème, vous comprendriez ses valeurs, vous lui dites, tu es bien gentil, mais tu le fais parce que tu choisis de le faire. Parce que tu pourrais me dire, écoutez, ne le prenez pas, tant pis, je n'aurai pas ma commission, mais ne le prenez pas. Il est face à un choix. Le problème, c'est que la société de consommation nous a amené à rechercher le confort et le bien-être. Ce qui fait que quand quelque chose va nous coûter en bien-être, en confort, en sécurité, quand ça va nous coûter, on croit qu'on est obligé de prendre l'autre option. Mais on n'est pas obligé, on fait un choix de société, on fait un choix personnel. C'est un choix personnel. Et votre voisin fera un choix peut-être différent, c'est le vôtre. On ne va pas rester trop longtemps là-dessus, on discutera après si vous voulez dessus. Je voudrais continuer pour dire que je dis qu'il y avait 3 sens. Ce sens intime, c'est celui qui vous amène là où vous êtes. Voilà. Et une fois que vous êtes au travail, et une fois que vous y êtes, vous avez voulu venir, mais vous n'avez peut-être pas envie de venir. Je fais la différence entre vouloir et avoir envie. Vouloir, c'est l'expression, si vous voulez, c'est la synthèse de mon analyse de ma situation, de ma vie, de mes possibilités, des contraintes que je pense avoir dans la vie, mes valeurs encore, etc. Et donc je vais faire une synthèse de tout ça et je vais prendre une décision qui exprime ma volonté propre. Et là, je ferai juste une parenthèse en disant que je dirais que c'est la seule liberté que je contrôle et que je peux contrôler. Et après, il y a ce dont j'ai envie. Mais ce dont j'ai envie, il y a une multitude de choses dont j'ai envie qui pourraient me faire aller dans toutes les directions. Toutes les directions. Et je ne peux pas aller dans toutes les directions. Et cette forme de liberté où on croit que c'est aller dans une direction puis une autre et tout, il n'y a pas de fin parce que je serai toujours confronté à mes limitations humaines. Je ne peux pas avoir une chose et son contraire, c'est pas possible. Je ne peux pas courir dans un sens et courir dans l'autre. Je ne peux pas acheter un truc avec toutes mes économies et en même temps acheter un autre truc avec toutes mes économies. Je suis limité. Donc, je suis obligé de faire des choix en tant qu'être humain. Et c'est cette forme de liberté que je contrôle. C'est la seule. Les autres, il y a le contexte, les circonstances dans lesquelles je vis. Donc ce sens intime, quand je vais prendre un travail, une fois que j'y suis, il est important que je réalise que personne ne m'oblige à rester, que ce sont mes valeurs personnelles qui me font rester là, donc les autres autour, même si c'est un peu le souk autour de moi, il ne faut pas que je m'en prenne à eux. J'ai choisi de venir ici. Il ne faut pas que je l'oublie. Sinon, je me sens victime des circonstances, victime des gens qui ne sont pas comme je voudrais, du boulot qui n'est pas aussi intéressant. Non, 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 j'ai choisi de venir ici. C'est moi, personne n'est coupable là, c'est moi qui choisis. C'est pas le top, mais c'est comme ça que j'ai choisi. Donc ça, c'est ce que j'appelle le sens intime, qui est un tiers de mon sens personnel. Mais une fois que je suis dans l'entreprise, si je veux continuer à être bien, arriver avec mon sens intime, ce que je vais devoir faire, c'est clarifier ce que j'appelle mon sens conventionnel.
Mon sens conventionnel, c'est qu'est-ce que je fous là? C'est quoi mon travail? Avec qui je travaille? Comment je travaille? À quels besoins je réponds? Comment je m'organise? Et donc ce sens-là, j'en ai besoin pour exister. C'est-à-dire j'aurai mon sens intime, et là je suis pas là pour rien. On me donne un job. Le job, il a du sens. C'est quoi le sens de ce travail? C'est ce que j'appelle le sens conventionnel, et on peut, je vous le dis, je suis bien passé pour le savoir, énormément progresser à partir d'une attitude que l'on a par instinct, hein, si vous voulez, par intelligence tout simplement, et une attitude où on est professionnel, on met en place une façon de travailler qui répond véritablement aux besoins de la situation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Donc on va s'organiser, on va apprendre à communiquer, etc. Et là, par rapport au sens du travail, ce que j'appelle le sens conventionnel, c'est mon job. Quelle est ma définition de poste, avec qui je travaille, comment, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, c'est un peu le paysage dans lequel je vais évoluer et ce que je dois faire dans ce paysage. Ça va toujours. Seulement, ça ne s'arrête pas là, il y a un troisième sens qui vient encore se greffer là-dessus. Une fois que je sais que je suis là, que c'est moi, sens intime, j'ai toujours mon sens personnel, je m'intéresse au travail pour ne pas m'emmerder 30% de mon temps. Donc, eh oui, j'essaie de m'intéresser, même si, puisque j'ai décidé de rester là, tant qu'à faire, autant m'intéresser à mon travail plutôt que de m'ennuyer à longueur de journée. Ou alors je change de job, pourquoi pas. Mais si je suis là, je vais rester là. Donc je vais m'intéresser à mon travail sans se conventionner. Bien. Qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment? Et après, il y a ce que j'appelle un troisième sens. Après, j'arrêterai avec les sens, sinon, hein. C'est le sens situationnel. Le sens situationnel, vous voyez, par expérience, vous avez des gens qui sont au travail, comme ils sont là que pour le salaire. Ils répondent aux attentes, tout ça et tout. Le téléphone sonne. Le téléphone, c'est une machine qui fait du bruit. Vous voyez? Une machine qui fait du bruit. Ça les agace, ça les dérange. Ah ouais, ils sont là pour répondre au téléphone aussi. Autrement dit, derrière le téléphone, il y a une personne qui a besoin de vous. La personne, elle fait le numéro, et elle attend pour avoir quelqu'un qui l'aide. Et vous, vous êtes là, et vous voyez une machine qui fait du bruit. Et non, et non. Si la personne appelle, soit c'est une erreur, c'est un être humain qui se trompe, donc elle a besoin de savoir qu'elle se trompe, mais si elle ne se trompe pas, elle a besoin de vous parler. Ça a du sens, ça. Eh bien, gérer le téléphone, gérer les appels qu'on donne, gérer les appels qu'on reçoit, gérer beaucoup de choses, les interruptions, gérer son temps, s'organiser. Tout ça, si vous voulez, c'est pour répondre aux situations qui se présentent et pour leur garder du sens. C'est-à-dire pour continuer à exister et non pas être au milieu d'un fratras de bruit et de situations qui n'ont aucun sens pour nous. Pourquoi? Parce que ces situations ont du sens. Et le plus tôt vous vous intéresserez à ce sens-là, le plus tôt vous apprendrez à le saisir et à aider les autres à le recevoir, ce sens de la réalité, plus vous vivrez mieux votre travail et vous trouverez un certain équilibre. Et il est évident que si 30% de mon temps minimum, je suis au travail en ayant le sentiment de ne pas exister, je me pourris l'année. A l'inverse, si j'existe dans mon travail, même s'il n'est pas passionnant, eh bien je peux toujours améliorer et je me rends compte que ce que je fais a une valeur. Je me rends compte que mon attitude avec les collègues et tout, je ne leur joue pas de violon, je ne suis pas un hypocrite, mais je les prends vraiment en compte dans le travail que nous faisons. Tout ça a du sens. Ça me permet d'exister dans mon travail. Voyez ? Quand il y a un problème, on fait face à un problème, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de travail. On aborde les situations, on ose faire face aux situations, on résout les problèmes. Pourquoi? On ne veut pas avoir de problème au travail, on n'est pas là pour se créer des problèmes. Mais pour ça, encore faut-il vraiment travailler pour répondre à des besoins. Et non pas pour juste essayer de ne pas être embêté, ne pas perdre son travail, ne pas donner une mauvaise image de soi. Voilà. Donc si vous voulez, on peut bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, mais le problème c'est que culturellement, ça il faut le savoir, si on regarde la notion de réussite dans différents pays dans le monde, eh bien, vous avez des pays où la notion de réussite est individuelle, comme les États-Unis ou l'Angleterre. Donc pour eux, ils n'ont aucun problème que quelqu'un cherche à réussir dans le travail. Je ne parle pas de fric là. Même s'ils deviennent riches en travaillant, pour eux, la réussite, elle est individuelle, donc dans l'expression de sa personne au travail.
Aux États-Unis, en Angleterre, c'est comme ça. Si vous allez dans les pays du Nord, de l'Europe, la réussite est collective. Et d'ailleurs, on le voit avec leur système social, ils ont une vision du travail, une vision de la réussite qui est collective. Alors, je dirais simplement, nous, l'Espagne et le Portugal, voyez, eh bien, notre vision de la réussite, vous savez ce que c'est? C'est la sécurité et la vie sociale. Alors, pourquoi pas? Sauf que où est le travail là? Le sens du travail, il n'y en a pas. Le travail n'est qu'un moyen pour avoir la sécurité et avoir une vie sociale agréable. Les amis, la famille, les prêts, tout ça. Donc, pourquoi pas? Sauf que le travail, là, on se demande pourquoi on n'a pas de sens au travail. Le travail, pour la plupart des gens, c'est juste une tare. C'est un moyen de gagner du fric pour être bien en dehors. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait une perte de sens au travail. Vous voyez? Alors, ça part très tôt. Quand vous prenez des jeunes, les parents, très souvent, leur disent il faut trouver une situation très vite, parce qu'il y a beaucoup de chômage et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier boulot venu, la sécurité. Mais l'intérêt pour le travail, ah non, tu ne vas pas m'embêter avec ça. Il faut quand même être sérieux. Et donc, on va focaliser sur la sécurité matérielle. Trouver vite un job, vite gagner ta vie. Vous voyez? Donc, quelle que soit notre situation, même si elle n'est pas forcément agréable, on peut toujours, avec un peu d'aide, on peut toujours, à partir de là où on est, mettre en œuvre une démarche qui nous permette de retrouver du sens dans notre vie professionnelle, ce qui va nous aider à relativiser, si vous voulez, le désarroi qu'on peut avoir au travail parfois, pour mieux vivre en dehors du travail. On a une vision lucide du travail. Je ne suis pas mon travail. Comme je dis souvent en stage, j'aime beaucoup mon travail. Je suis impliqué quand je suis avec des stagiaires, je suis impliqué à fond. Mais s'il y a un problème dans une situation ou quoi, c'est un problème professionnel. Je gère le problème professionnel. Ce n'est pas un problème personnel. Si je veux être professionnel, j'ai intérêt à faire ça dans mon métier, je vous assure. Et je crois que même si c'est moins visible dans d'autres métiers, je crois que c'est vrai dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Si je suis professionnel, c'est pas que je suis indifférent à mon travail. Je ne suis pas froid par rapport à mon travail, je suis intéressé. Mais mon travail, c'est le travail que je gère. Vous voyez? C'est le travail. Et ce travail a du sens. Donc je me réfère à ce sens-là, qui est comme mon repère. En stage, je dis souvent aux gens, je dis, si vous arrivez à clarifier le travail, le sens du travail, les besoins, les méthodes de travail, etc., vous avez dans les situations, vous avez comme sur un voilier une quille, vous savez. Ça peut pencher, mais ça ne versera pas. Voilà. Vous pouvez changer de direction et tout, ça ne versera pas. Si vous n'avez pas une vision claire des besoins auxquels vous êtes censé répondre, il n'y a pas de quille. Alors vous êtes là, comme ça, à longueur de journée, à essayer de... Mais vous savez quoi, comme la plupart des gens font ça, vous avez l'impression que c'est normal. Ah ouais, mais les vrais professionnels ne font pas ça. Les gens qui sont bien dans leur job et tout ne font pas ça. Et idéalement, ils ont commencé très jeunes parce qu'on les a aidés à comprendre ça. Vous voyez? Donc à tout moment, on peut se dire, finalement, il faut que je fasse un point pour savoir quelle est ma raison intime de faire ce que je fais. Pourquoi je fais le travail que je fais. Je fais ce travail parce que j'ai des enfants, et j'ai besoin d'un salaire, et à ce jour, je n'ai trouvé que celui-là. C'est mon sens intime. Donc quand je vais au travail, c'est ce sens intime-là. Quand je suis au travail, je me dis, bon, si je veux quand même améliorer ma vie au travail, et améliorer celle de mes collègues autour, je peux demander à mon hiérarchique de m'aider à mieux comprendre ce qui est attendu de moi pour faire de mon travail véritablement, pour être, disons, réaliste par rapport à ce qu'il est possible de faire. Et puis je peux aussi travailler pour mieux gérer mon temps, ou mieux m'organiser, ou mieux communiquer, parce que ça me permettra d'aborder les situations de façon plus professionnelle, et donc de ne pas prendre sur moi tout le temps, ou de ne pas agresser les autres, et donc d'éviter des problématiques, tout simplement. Et puis je peux aussi apprendre à gérer les situations, téléphone, machin, tout ça aussi, si toutefois c'est le cas, si j'ai des situations où je dois gérer tout ça, et je peux faire ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que quand quelqu'un commence à entreprendre une démarche comme ça, il n'a pas besoin d'être au bout. Le simple fait d'avoir compris et de démarrer l'encourage véritablement dans son travail, dans sa vie professionnelle et dans sa vie tout court. Mais ça prend du temps. C'est un investissement de temps.
Et nous sommes dans une société où il faut que tout aille vite. On appuie sur le bouton, il faut que ça marche. Et nous sommes contaminés par cette notion des choses. Ce qui fait que, si vous voulez, moi ce dont je vous parle là, c'est un processus de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc, en sortant d'ici, vous appuyez, ça marche. C'est un truc qu'on comprend et on entreprend une démarche pour comprendre comment mieux faire. Et à partir de là, on a au moins des solutions. On a des solutions. Et ces solutions, elles vont résoudre des problèmes qui sont là, mais on sait aussi qu'après, on pourra résoudre d'autres problèmes, mais on commence par le premier. Voilà. Alors quand je termine mes stages, très souvent, quand j'étais au Canada, la première fois que je suis allé au Canada, j'ai loué un meublé au départ. Et dans le meublé, il y avait un tableau avec une broderie, vous savez. Et sur cette broderie, il y avait une phrase que j'ai gardée et que je mets à la fin de mes stages. Je trouve ça tellement génial. Voilà. C'est poétique, attention. Mais c'est une réalité. Les fleurs de demain sont dans les graines que l'on sème aujourd'hui. J'ai interdit de rire comme une. Et c'est une réalité. Et je vais vous dire un truc. Quand vous semez des graines, vous ne voyez rien. Mais ça pousse. C'est un investissement. Quand vous enclenchez un processus, si vous attendez que les autres viennent vous dire « Oh, c'est bien », vous rêvez. Si vous attendez que les autres vous disent « Allez, prends-toi en main, tu le sais, si tu le fais, hein, tu vas avoir des résultats au bout de quelques temps », personne ne va faire ça. Sauf exception. Donc c'est chacun de nous qui doit se dire « Mais après tout, pourquoi je ne me prends pas en main pour faire évoluer les choses ?» Oui. Et je vous garantis que quand vous commencez ça, autour, personne ne voit rien. Donc vous avez intérêt à vouloir, parce qu'on ne voit rien. Vous ne faites pas ça pour faire le show, vous ne faites pas ça en pensant que les gens vont dire « Tu es formidable ». Vous faites ça parce que comme quand on met une graine, vous savez que ça va produire une fleur. Et ça prend du temps, et ça prend du travail. Mais au bout d'un moment, on a un résultat, on se dit « Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Vous voyez? Voilà. Donc au fil des années, j'ai vu des stagiaires résoudre des problèmes de toutes sortes. Vous voyez? Certains, c'est des tout petits problèmes. Ouais, j'ai mis ça en place, ça a marché, je suis content. D'autres, ils me sortent des trucs, je dis, j'ai jamais dit ça. Et la personne a compris, et elle est allée faire, elle a avancé. Voilà. Il y en a qui ont repris des études à 40 ans. Études juridiques, par exemple, vous voyez. Enfin, plein de choses. Les gens se disent, c'est vrai, après tout, le temps passe. Je pourrais mettre en place des choses qui feraient que les choses évolueraient. Alors je vous encourage à le faire pour avoir une meilleure vie professionnelle. L'équilibre professionnel et l'équilibre de vie personnelle. Oui. Quel est le lien donc avec l'équilibre de vie personnelle? Le lien avec l'équilibre de vie personnelle, ben c'est d'abord d'arrêter de se... Parce qu'il y a toute une énergie que l'on perd lorsqu'on n'a pas, selon moi, lorsqu'on n'a pas vraiment compris cette notion de sens intime au travail. Voilà. Il y a une déperdition d'énergie parce qu'on est en victimisation. Donc avant même d'avoir mis le pied dans l'entreprise ou dans votre lieu de travail, vous vous déséquilibrez dans votre vie privée parce que vous êtes en victimisation par rapport à votre travail. Ça vous fout en l'air plus ou moins, en fonction de la complexité de votre situation au travail. Ça vous fout en l'air en partie dans votre vie privée. Vous vous bouffez la santé, je ne dis pas vous, hein, c'est on se bouffe la santé à longueur de journée en essayant de répondre aux attentes et tout ça. On voit bien que les gens ne sont jamais pleinement satisfaits, on n'est pas satisfait soi-même. On rentre à la maison, on est crevé. Et on n'est pas vraiment satisfait non plus. On doit travailler, on a gagné son salaire. Et donc la situation à la maison, on n'est pas toujours disponible parce que comme on est fatigué, etc., etc. Donc je crois vraiment que faire un point sur pourquoi on fait les choses, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, permet de partir sur un chemin qui améliore l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et partir sur un chemin. C'est-à-dire, c'est pas j'appuie sur un bouton, c'est je prends conscience des choses et je commence à les prendre en compte. Et en avançant dans cette prise en compte et dans ma façon de rechercher des solutions, eh bien j'arrête de me bouffer la santé avec... voilà, une chose que j'ai pas trop dite, c'est que naturellement, nous aimerions changer ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, c'est un problème humain. On veut changer ce qu'on ne peut pas changer. Et moi, ce que j'aide les gens à faire, c'est d'arrêter de faire ça sans le peuple. Pardon ? Pour voir vraiment s'ils s'arrêtent de se bouffer la santé avec tout ce qu'ils ne peuvent pas changer et qui les embête. Et si au lieu de faire ça, ils se disent, ben, c'est vrai que tout ça m'embête,
Mais maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que malgré ça, eh bien je puisse me sentir mieux vivre la situation. Donc accepter ces limitations humaines, ça nous fait des vacances. Et encore faut-il avoir bien compris ça. Et ça prend parfois du temps. Mais après, les personnes, faut déjà, enfin le point de départ, on l'avait dit, c'est qu'il faut qu'elles veuillent. Voilà. Et si elles ne veulent pas. Alors, est-ce que vous voulez vous? En fait, c'est pas la question, c'est par exemple, moi, j'encadre des personnes, dont notamment, moi il y a des schémas que j'ai reconnus là-dedans, notamment le schéma de la victimisation. Et comment on peut les aider pour sortir de là, sachant que, a priori, ils n'ont pas la volonté, c'est-à-dire qu'ils se complaisent aussi, parce que c'est plus facile. Oui. C'est plus facile de dire, voilà, je suis victime, que de dire, bien sûr. il faut que je me prenne en main, et que Bien je sûr. trouve le sens ou l'essence. Alors, je vous comprends tout à fait. Donc, il y a deux questions dans ce que vous m'avez dit. La première, c'est, vous me dites, bon, d'accord, mais si les gens ne veulent pas, moi j'ai un principe, je m'adresse à vous. C'est-à-dire que quand on stage à oui, mais les autres, je dis, ben, les autres, vous ne pouvez pas le faire pour eux, déjà. D'accord? Donc, quand vous comprenez, déjà, ça vous fait des vacances d'arrêter de faire des choses que vous ne pouvez pas, vouloir des choses que vous ne pouvez pas faire. Et vous commencez à prendre la situation de façon plus rationnelle pour savoir, waouh, je vais faire ci, je vais faire ça, dans un titre personnel. Ça, c'est le premier point que je vous dirais. Et je ne veux pas, si vous voulez, prêcher pour ma paroisse, mais je vais être obligé de le faire pour répondre à votre question. Le management, c'est aller chercher les gens là où ils sont et leur donner les moyens de réussir. C'est-à-dire, d'abord se donner les moyens de mieux comprendre leur perception des choses pour voir ce qu'ils ne comprennent pas, pour voir qu'ils seraient beaucoup mieux. On ne leur dit pas, on les aide à le découvrir. C'est tout l'art du management moderne. C'est-à-dire, on aide les gens à découvrir qu'ils peuvent gagner avec vous, ils peuvent réussir. On ne leur bourre pas le moule en disant, tu comprends, si tu voulais, tu ferais ci, tu ferais ça, ou il faudrait que, ou il faudrait... Non. On a une attitude avec eux qui leur permet d'évoluer. J'ai un principe, c'est les gens ne font pas ce qu'ils ne veulent pas faire, jamais. Donc il faut qu'ils veuillent. Vous voyez? Donc pour qu'ils veuillent, il faut leur... C'est comme s'ils étaient, admettons, si je prends la description que vous avez donnée, par rapport à votre problématique, c'est comme s'ils étaient dans le noir et que vous leur disiez, écoute, si tu avances, tu vas voir clair. Bonjour. Par contre, si vous en trouvez une porte et qu'il y a un peu de lumière, la personne se dit, tiens, c'est intéressant, il y a un peu de lumière là. Vous voyez? Donc l'idée du management, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont et de les aider dans l'échange, la qualité de l'échange qu'on va avoir, mais je ne peux pas aller trop loin là-dedans maintenant, dans la qualité de l'échange qu'on va avoir, moi je ne fais pas de social, je suis professionnel et j'aide les gens à être professionnels. Mais être professionnel, c'est aussi aller chercher les gens là où ils sont, parce que, un, ils ne feront pas ce qu'ils ne veulent pas faire, donc c'est pas la peine, et deux, ils ne pourront pas faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je parlais d'une évidence. Parce que parce qu'il y a des patrons, des fois, je leur dis ce que je fais, ils me disent « Ah, moi je ne fais pas de social ». Je dis « Mais moi non plus ». Moi non plus, j'aide les gens à être efficaces. Mais moi, j'aide les gens à être efficaces. Les gens qui sont en stage avec moi, ils comprennent qu'on est beaucoup plus efficace quand on prend en compte les réalités que je dis là. Parce que quand tu commences à comprendre que tu vas être peinard, si tu réponds aux besoins de façon intelligente, rationnelle, et que tu comprends les techniques, comment garder ce sens, répondre aux besoins et tout, ça donne envie de travailler, donc tu as la niaque pour travailler, tu as des outils pour travailler, une compréhension pour travailler, tu es plus efficace. Le social est une conséquence. Le social, c'est une conséquence. Moi, je travaille beaucoup avec des associations, mais je travaille avec des entreprises. Je travaille avec des associations d'insertion de toutes sortes d'associations. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens se disent « Ah, c'est bien, la façon dont ils travaillent, il y a le respect de la personne. » Oui, heureusement. Mais moi, en début de stage de management, aux gens, je dis, en début de deuxième module, je dis maintenant, on va voir comment aider les gens à travailler davantage, de façon plus efficace, dans le respect de vous-même, dans le respect d'eux-mêmes, et sans les abuser et sans les manipuler. Sans abuser, sans manipuler. Ben, si vous appelez ça le social, pas de problème. Vous voyez? Mais pour moi, je ne fais pas de social. J'aide simplement à comprendre comment on fait pour que les gens puissent se sentir respectés, avoir envie de faire le pas qu'ils peuvent faire pour mieux travailler. Parce qu'ils se sentiront mieux et que vous direz, merde alors.
Avant, j'y suis arrivé, c'est génial. Maintenant, il a compris, il fait le truc, il est tranquille et moi aussi. Vous voyez? Mais pour ça, il ne faut pas manipuler les gens. Il faut simplement comprendre ce dont les gens ont besoin pour comprendre que c'est mieux pour eux et pour vous. C'est mieux pour tout le monde. Et ce n'est pas en leur disant de faire, simplement qu'ils font. Parce qu'encore une fois, si la personne ne veut pas, elle ne fera pas. Et si elle ne sait pas faire, elle ne pourra pas faire. Vous comprenez ça? Donc il faut aller chercher les gens là où ils sont pour les aider à franchir le pas qu'ils peuvent franchir. Donc si je leur demande de franchir... moi j'ai une image pour ça, si vous voulez, qui est toujours une simplicité. Voilà. Si je veux monter au premier étage et qu'il y a des escaliers, vous voyez, il faut commencer par le premier. Voilà. Donc si j'ai quelqu'un en face que je veux faire monter au premier, et que pour moi, il y a longtemps qu'il aurait dû monter au premier, si je lui dis qu'est-ce que t'attends pour être au premier, ben, la personne, elle n'y ira jamais. Elle ne voit pas comment. Donc le management, ce n'est pas d'exiger quelque chose, c'est de voir où en est la personne pour lui faire franchir le pas qu'elle peut franchir. Si elle est au milieu des escaliers, ben, vous le discernez, vous la faites monter jusqu'en haut en l'aidant. Vous la faites, entre guillemets, vous l'aidez à monter jusqu'en haut. Si elle est qu'en bas, elle vous dit, tiens, elle est qu'en bas. Waouh! Ben, arrêtez de vouloir qu'elle soit en haut, elle est qu'en bas. Allez la chercher, voyez comment la comprendre pour l'aider à voir qu'elle peut gagner avec vous. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Vous voulez perdre, vous? Moi, je connais personne qui veut perdre. Je connais personne qui arrive dans une boîte, vous voyez, en se disant, je vais embêter tout le monde, je vais me faire une vie minable, tout le monde va me détester, le patron va me haïr, et très vite, je vais me faire virer. Pourtant, vous avez des gens qui ont un comportement, on dirait qu'ils veulent ça. Ils arrivent en retard, ils font la gueule, ils ne font pas le boulot. Et pourtant, ils attendent qu'une chose, c'est de voir comment gagner, comment faire le truc qu'ils peuvent faire, qu'ils savent faire, où on va leur dire, putain, je suis vraiment content, voilà. Mais ils ne le savent pas, alors ils sont enfermés. Et alors vous leur dites, alors, ben, ton job c'est d'être au premier, tu es en bas là. Ouais, ben, ils sont en bas. Hein. Voilà, vous pouvez taper les pieds tant que vous voulez, ils sont en bas, ils sont en bas. Donc, moi, je travaille avec les gens qui sont devant moi, donc, qu'ils soient cadres ou non cadres. S'ils sont cadres, ils vont aussi percevoir qu'est-ce qu'il faut a priori faire pour à la fois... Parce que moi, je vise toujours le travail. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Je vise le travail. Et c'est pour ça que je dis au début, une entreprise, on y va pour travailler. Je dis aux gens, vous voulez être peinard? Travaillez. Mais on a une notion, quand on dit travailler, c'est productivité, pression et tout ça. Non, travaillez. Utilisez votre intelligence, votre capacité, votre énergie, votre temps pour faire les choses d'une façon intéressante. Il y a des problèmes. Solutionnez les problèmes. Tous d'un coup? Non, un à la fois. Vous commencez par lequel? Les fleurs de demain sont dans les graines qu'on sème aujourd'hui. Il y a 1000 problèmes? Ok. Ah ouais, il y a trop de problèmes. Ben, faites rien alors. Faites rien. Vous voulez que ça aille mieux? Ben, parmi les problèmes que vous avez, réfléchissons sur celui que vous pourriez résoudre maintenant. Lequel? Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui? Qui est à votre portée? Qui est dans vos limites? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est telle action? Est-ce que c'est tel bouquin à lire? Telle chose à faire? C'est quoi? Ne regardez pas à 12 km, regardez de suite là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer la vie? Si vous réfléchissez une minute à un problème que vous avez au travail, qui est récurrent, tous les jours, toutes les semaines, nanana, est-ce que vous avez pris du recul pour voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place sur 1 mois ou 2 mois pour que ce problème disparaisse? Vous voyez? On ne fait pas ça. Ben, je dis souvent, on ne fait pas ça. Tout le monde, parce que je suis un peu radical, je dis on ne fait pas ça, mais parce que par expérience, je vois beaucoup de gens qui ne le font pas. Qui disent, bah oui, je me débat, et puis quand c'est fini, je suis content. Jusqu'à ce que le problème revienne. Vous voyez? Alors que le management, c'est tout le monde a des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai un problème, je me débat comme je peux, et quand j'ai fini, je me dis, est-ce qu'il y a une solution à ce problème qui pourrait m'éviter de revivre ça là? Parce que je n'ai pas envie de revivre ça. Parfois, c'est une bricole de rien du tout. Hein. C'est un objet, c'est des trombones dans votre truc là. Hein. Il vous faut des trombones, vous n'en avez pas. Ça paraît idiot, mais je ne plaisante pas. Ça va du petit truc au truc énorme. Mais il y a plein de choses que l'on peut faire. Et ça rend la vie beaucoup plus intéressante de réfléchir sur ce qu'on peut faire et de commencer à le faire, plutôt que de râler tous les jours et de se victimiser parce que les choses ne sont pas ce qu'on veut. C'est beaucoup plus intéressant. Parce que vous savez quoi, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Parce que si vous êtes par exemple au milieu de plein de problèmes, allez, on imagine, plein de problèmes, c'est invivable.
La première chose à faire, c'est pas d'avoir des projets magnifiques au milieu de ces problèmes. La première des choses à faire, si vous voulez rester là où vous êtes, c'est de commencer à résoudre les problèmes. Vous ne pouvez pas tous les résoudre, c'est pas possible. Donc vous commencez par lequel? Donc vous allez en résoudre un. Ça va vous prendre, si c'est vraiment un problème, ça va vous prendre 3 semaines, 6 semaines, 2 mois, vous voyez? Vous mettez en place un truc, vous y travaillez, d'abord réfléchir, en place un truc, travailler. Au bout de 2 mois, le problème est résolu. D'accord? Vous n'avez plus ce problème. Mais vous avez encore plein de problèmes. Vous êtes bien d'accord? Mais comme vous êtes quelqu'un qui préfère faire les choses plutôt que de râler ou victimiser, vous dites, ben, maintenant je vais résoudre cet autre problème. Quand vous aurez résolu 2, 3 ou 4 problèmes comme ça sur 6 mois, 8 mois, vous savez ce qui se passe? Vous n'avez plus la même vie au travail. Votre vision du travail n'est plus la même. Et pourtant, vous avez toujours plein de problèmes. Et vous avez compris un processus qui vous permet, qui ne finira jamais. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous aurez le sentiment de ne plus avoir de problème, vous allez attaquer des projets que vous n'auriez jamais osé attaquer. C'est comme ça. Mais quand on est noyé et qu'on se débat avec les attentes de notre territoire autour de nous tous les jours, c'est difficile d'avoir des projets enthousiasmants. C'est difficile. Où on trouve l'énergie? On a l'impression de se débattre. Donc on commence par résoudre les problèmes. C'est passionnant, même si c'est pas facile. Et progressivement, résolvant certains problèmes qui nous tarabiscotaient depuis pas mal de temps, eh bien on est content de soi. Vous voyez? Et ça nous motive. Et quand on a compris le processus, vous savez ce qui se passe, c'est comme quand quelqu'un arrête de fumer ou autre, quand on voit les autres s'empêtrer et rien faire, surtout un ami dit écoute, tu devrais, vous voyez, et là il ne faut pas faire. Il faut dire ce que vous faites à l'ami, mais moi je suis content parce que je fais ça et tout, et si l'ami a envie, vous demandera conseil, parce que les gens ne font que ce qu'ils veulent. Et vous ne ferez que ce que vous voudrez en partant d'ici. Donc, mais je suis persuadé que vous voulez vivre de bonnes choses. Donc dès que vous percevez des choses qui sont intéressantes, même si ça ne résout pas tous vos problèmes, mais vous pouvez commencer à vous engager dans cette chose qui peut vous aider. Parce que quand vous l'aurez fait, vous pourrez en faire une autre, puis une autre. Et j'ai une nouvelle pour vous, à l'âge que j'ai, je continue de faire ça, et ça ne s'arrête jamais. Un jour, j'étais en stage et j'avais un monsieur qui... C'était, je ne sais pas, ça faisait combien de temps, combien de jours qu'on était en stage. Et d'un coup, j'ai un monsieur au demeurant fort sympathique et d'un certain âge qui se lève et qui commence, bon, pas à m'engueuler, mais presque, vous savez, ouais, je ne comprends pas qu'on m'a envoyé dans un stage comme ça, et tout ça. Et il était très sympathique jusque-là, vous savez. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je sais plus son nom, je ne rappelle pas son prénom, qu'est-ce qui vous arrive? Et il me dit, je suis à 2 ans de la retraite. C'est quand j'avais 25 ans qu'il fallait que je fasse un stage comme ça. Vous vous rendez compte, je suis à 2 ans de la retraite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dis, je vais me préparer à la retraite. Vous avez compris, quand vous y prenez maintenant, ce que vous pouvez faire pour envisager votre retraite, c'est le moment d'y réfléchir et d'entamer un processus celui que vous pourrez entamer, mais c'est le moment. Le stage vous permet de comprendre ça. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Mais c'est mieux quand on commence à 20 ans, c'est sûr. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Mais on peut, je trouve que votre débat est intéressant, il ramène beaucoup à la vie personnelle. Il y a un grand parallèle avec vie personnelle et vie professionnelle. Les principes sont les mêmes. Mais en même temps, on peut se poser la question, en réfléchissant par rapport au modèle que vous donnez, est-ce qu'on ne peut pas tomber dans un individualisme? C'est-à-dire que on est quand même fait pour vivre en communauté, en tenant compte de l'autre. Est-ce que ce procédé-là, des 3 sens, ne peuvent pas nous... Alors, je vais vous répondre. Alors, quand à partir de vos valeurs, vous avez un sens intime que vous n'avez peut-être pas défini, mais il est là, et qui vous amène au travail. Si vos valeurs sont, disons, assez classiques, c'est parce que vous voulez vous occuper de votre vie, bien sûr, vous voulez peut-être vous occuper de votre famille ou autre, mais en tout cas, vous prenez en compte vos responsabilités. Quand on prend l'avion, il y a des consignes de sécurité. D'accord?
Et je vais vous donner un petit test très simple pour que vous compreniez. Ces consignes de sécurité disent que, alors vous imaginez, vous êtes avec un petit gamin de 1 an et demi, 2 ans à côté de vous, dont vous avez la responsabilité, ok? Et on vous dit, en cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont devant vous, donc saisissez-vous des masques à oxygène. Vous avez la responsabilité du gamin qui est à côté de vous. Alors je vous pose la question. Alors, vous dites réponse A, si vous mettez le masque à oxygène vite, et puis après vous le mettez au gamin. Réponse B, vous le mettez vite au gamin et vous le mettez à vous après. Vous dites quoi? A ou B? Alors, arrêtez de me prendre comme exemple. Non mais je vais prendre tout le monde. 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 Vous avez le droit, tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit. Même moi. Qu'est-ce que vous dites, vous? A ou B? Réponse C, je réfléchis. Là, vous êtes morts tous les deux. Alors, vous êtes morts tous les deux. Vous avez trop Non, mais réfléchi. bien sûr, je le mets à l'enfant. Vous le mettez à l'enfant, oui. Et vous? Moi j'aurais dit l'inverse, j'aurais essayé d'être honnête, enfin jugé par le groupe aujourd'hui, mais je pense que spontanément j'aurais d'abord mis mon masque à moi et ensuite à l'enfant. D'accord. Et vous? Non, moi je mets à moi d'abord parce que je suis plus en capacité d'agir sur l'environnement. D'accord. Évidemment, je vais pouvoir plus essayer de l'aider, de lui mettre le masque, que si je tombe dans les pommes parce qu'il n'y a plus d'oxygène, c'est par exemple. Voilà, vous voulez pas ma place? Non, mais Si, voilà. vous pouvez, moi c'est ce que j'aurais dit, alors, vous voyez le truc? Le truc c'est que le masque à oxygène, il y a deux façons de se le mettre sur le visage. Je pense à moi, point barre, où je me mets vite le masque, parce que je suis l'adulte par rapport au gamin, je me mets vite le masque pour pouvoir le mettre ensuite au gamin. Parce que si j'essaie de le mettre au gamin, comme il n'est pas capable et que ça bouge de tous les côtés, le gamin, non seulement le gamin peut s'évanouir, mais moi je peux m'évanouir, on est morts tous les deux. Vous comprenez? Eh bien, je viens de vous répondre. C'est-à-dire que si vous voulez vous occuper des autres honnêtement, avec sincérité et équilibre, il faut d'abord que vous ayez un masque à oxygène, vous. Vous comprenez? Si vous n'avez pas le masque à oxygène dessus, vous ne pouvez pas apporter aux autres ce que vous pouvez leur apporter. Par contre, si le masque à oxygène, vous le mettez dessus et qu'on n'avez rien à faire des autres, même quand vous aurez l'air de servir les autres, en réalité, vous ne servez que vous-même. Parce que vous servez les autres pour avoir ce que vous voulez. Tandis que quand vous mettez le masque à oxygène et que vous dites « je suis conscient que j'ai des responsabilités, ma famille, au travail, j'ai un travail, il y a des besoins, il y a des collègues et tout, je m'organise pour faire mon travail convenablement parce que bien sûr j'ai besoin de ça pour avoir mon équilibre personnel, mais mon travail consiste aussi à répondre à des besoins, donc à servir. Quand on répond à des besoins, on sert. Vous comprenez? Donc si j'apprends à mieux répondre à des besoins, bien sûr j'ai un bénéfice secondaire, mais je réponds à des besoins, je sers les autres. Un médecin qui vous soigne, il gagne très bien sa vie normalement, il vous sert. Vous comprenez? Tout travail, on répond à un besoin, on sert les autres. On n'a pas besoin d'être médecin. Un coiffeur qui vous coupe les cheveux, il vous sert. Bien sûr, il gagne sa vie, mais il vous sert. Donc vous voyez, on a oublié cette notion. Le travail est un service. C'est un service qu'on rend à la société. Vous savez, des fois je travaille avec des organismes publics, les gens, ils ont des dossiers comme ça sur le coin du bureau à longueur de journée et on leur rajoute en permanence. Eh bien, vous savez, ça paraît idiot, c'est comme le téléphone qui fait du bruit, la machine qui fait du bruit. J'aide ces gens-là à réaliser que le téléphone est une personne qui a besoin d'aide, mais je fais pareil avec des dossiers. Je dis, ces dossiers-là, toute la journée, vous êtes dans les dossiers, c'est des dossiers, des papiers. Vous avez une famille derrière. Chaque dossier, il y a une famille. C'est un service que vous rendez à la société. Donc, vous pouvez chercher votre équilibre et votre efficacité, donc en retirer un bénéfice personnel parce que vous faites bien votre travail, vous êtes apprécié, vous êtes bien payé. Mais la réalité, c'est quand vous payez bien et vous êtes apprécié parce que vous rendez un service à tous ces gens. Vous voyez? Et les gens ont du mal à comprendre, mais même le management. Quand vous apprenez à manager, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, aller chercher les gens là où ils sont pour qu'ils travaillent mieux, vous aidez les gens à réussir, vous les aidez à être contents d'eux-mêmes, sans jouer du violon. Et c'est un service, c'est ça. Vous voyez? Sauf que si je le fais pour faire le malin, pour abuser les autres, pour les exploiter, les manipuler, c'est pas un service. Mais si je fais mon travail de manager pour que tout le monde fasse un bon travail, et que tout le monde travaille au mieux, non seulement travaille au mieux, mais évolue dans son activité professionnelle, et j'aide les gens, entre guillemets, à s'épanouir un peu plus au travail, à être un peu plus en phase, justement, en prenant conscience de la valeur de leur travail, c'est un service, c'est ça. Alors, pour moi, il n'y a pas un véritable travail qui ne soit pas un service. Il n'y en a pas. Donc, si je fais bien mon travail, j'en retire un bénéfice, bien sûr, mais c'est un service.
Et ce n'est de l'égoïsme que si j'ai un état d'esprit égoïste. C'est l'état d'esprit qui fait la différence. J'ai travaillé avec des très grosses sociétés au niveau management et j'avais des confrères qui me disaient « Oh, ben, le management, c'est de la manipulation. Hein. » J'entendais ça, je me disais « C'est incroyable. » Les mêmes principes, ils sont communiqués dans un esprit de manipuler l'autre, d'utiliser l'autre. Les mêmes principes. Vous voyez? Et tu prends les mêmes principes, tu les utilises pour aider les gens à travailler ensemble. Tu manipules personne, tu abuses personne, au contraire, tu utilises des connaissances et tout pour que les gens comprennent mieux comment faire, comment travailler ensemble, être bien. Tu as un résultat. La différence, c'est que les gens, tu ne les manipules pas, tu ne les abuses pas, et toi, dans ton esprit, tu les aides, tu les sers. C'est quand même beaucoup plus valorisant quand tu sers les gens plutôt que les utiliser. Les gens ne sont pas des objets. Les fleurs de demain ne sont pas des graines comme celles d'aujourd'hui. Après, par rapport à ce que vous dites, je pense que justement, c'est dire emmener une équipe ou emmener des salariés ou des gens avec qui on travaille même bénévolement pour réussir, c'est justement être réaliste, c'est que le besoin, c'est aussi être égoïste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde travaille ensemble et que la structure avance, c'est aussi pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde, oui. Faut pas penser que ça c'est que pour les autres et voilà. Non, pour ça, nous, on y retourne. Moi, je suis contre. On retire tous quelque chose. Puis, moi, j'avais un collègue qui travaille dans l'humanitaire. Ouais. Et il disait, mais les mecs qui viennent, et on les voit venir, hein, Mais ils viennent en voulant sauver la moitié du monde. Ils sont morts au bout d'un an. Par contre, celui qui vient en disant, je veux me faire plaisir, et si en me faisant plaisir, je peux sauver 3-4 personnes, déjà ce sera beau, quoi. Mais voilà, si vous voulez, le truc c'est qu'on imagine que, je suis content que vous ayez dit ça, parce que je vois des gens des fois qui sont fleurs bleues et tout, les autres. Oui, les autres, réalise que tu as besoin du masque à oxygène déjà, toi. Voilà. Alors mets-toi bien le masque à oxygène, apprends à travailler si tu veux apporter aux autres, parce que si tu comptes, alors je vous donne un petit secret, hein, bon, c'est très connu, mais c'est un secret pour... Voilà. C'est que votre besoin, c'est pas dans le faire que vous nourrirez votre être. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors donc après, si vous voulez, par contre, on a besoin d'exprimer son être. Ce n'est pas la même chose. Que je sois salarié, que je sois cadre, que je sois patron, inconsciemment j'ai besoin d'exprimer mon être. Donc si je suis assez solide, vous voyez, si mon identité, je suis clair, je ne suis pas dans un déséquilibre affectif, eh bien ce que je vais faire, je vais exprimer mon être au service des autres, sans illusion. Je ne me dis pas, ah, c'est les autres que les autres. Non, 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 c'est ma vie, j'assume mes responsabilités, tout ça, et les autres sont au bénéfice, comme moi je suis au bénéfice des autres. Mais ce n'est pas dans le faire que j'espère trouver une identité. Or, vous avez beaucoup de gens qui sont dans une notion de l'altruisme, où inconsciemment, ils font plein de choses en pensant que s'ils font plein de choses, ils vont se trouver eux. Non, non, arrête de vouloir faire plein de choses, trouve-toi d'abord, et ensuite tu aides les autres. Parce que c'est un puissant fin, le faire. Le développement personnel est un piège pour beaucoup de gens. Il y a des gens, ils sont dans le développement personnel à donf, on va dire à fond, mais hein, il y a des gens qui sont dans le développement personnel à fond, mais il n'y a pas de fin. Parce que dans le faire, ils essaient de trouver la réponse à leur personne. Alors que c'est quand toi, tu es bien avec toi-même, tu es clair avec toi-même, que tu peux commencer à faire des choses pour les autres sans illusion. Tu fais des choses pour les autres parce que c'est bien. Mais tu ne comptes pas te trouver toi en faisant des choses pour les autres. Je ne sais pas si je suis clair là. Aussi. Non, parce que des fois, comme je sais que des fois je pars et tout, puis au moment je me dis, t'as perdu personne en route là. Voilà. Donc c'est un piège, beaucoup de gens. Dans les associations, très souvent, je vois des gens qui ont les yeux comme ça et tout, qui se défoncent et tout ça là. Je les vois et en quelques minutes, je vois très bien qu'ils sont en train inconsciemment d'être la meilleure personne du monde, ce que vous disiez, à faire des choses et tout. Je me dis, tu ferais mieux de te trouver toi, après tu vas aider les autres. Et après, ça n'empêche pas
la solidarité, comme disait Colette. Oui, c'est ça qui est important. Oui, oui, mais je suis bien d'accord. Moi, tout ce que je dis, c'est de la solidarité. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais tout ce qu'on fait, c'est au service des autres. Moi, très franchement, moi, j'espère que ce que je fais vous sert, parce que je suis là pour ça. Hein. Mais en même temps, vous ne m'avez pas obligé à venir ici, et j'ai mes raisons d'être là, elles sont les miennes. C'est mes valeurs, là où j'en suis dans ma vie, c'est mon cheminement. J'ai choisi de venir aujourd'hui, et voilà, c'est personnel. Mais je suis ravi de pouvoir vous transmettre ce que je peux vous transmettre. Donc c'est cette attitude-là, selon moi, qui permet de ne pas se tromper sur ses intentions. Je ne suis pas là, ah oui, vous comprenez, c'est vous qui m'intéressez, moi je n'existe pas, n'importe quoi. Ou alors l'inverse, oui, alors oui, vous êtes des nuls, moi je suis le meilleur, je suis le plus beau. C'est pareil. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous faites tous. Mais si j'en ai pas besoin aujourd'hui, j'en aurai peut-être besoin demain. En tout cas, quelqu'un en a besoin de ce que vous faites au travail, c'est clair. C'est obligé.